Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, je voudrais commencer par une phrase un peu paradoxale, mais qui a beaucoup de sens pour moi. Ralentissez, monsieur, je suis pressé. Ces mots, attribués à Talleyrand, capturent un paradoxe essentiel. Dans un monde obsédé par la vitesse, le maintenant, le TTU, le TTTTU, les délais, les exigences, les KPIs, il faut parfois savoir ralentir pour mieux avancer. Spécifiquement dans le numérique, où tout va toujours plus vite, il est urgent de ralentir. Ralentir, ce n'est pas un refus de l'action, ce n'est pas céder à la procrastination. C'est choisir de prendre le temps de bien faire les choses, de poser les bases d'une action qui dure et qui fait sens. Non pas pour freiner nos ambitions, mais pour les réaliser de manière plus durable, plus humaine et plus respectueuse. Car au fond, il ne s'agit pas seulement de code, il s'agit de comprendre, de construire et de transformer. C'est l'idée que je veux vous partager aujourd'hui, mettre un peu plus de care et de soin dans le code. Prendre soin des citoyens et des utilisateurs à qui nos produits ou services sont destinés. Prendre soin des équipes qui les conçoivent, prendre soin des ressources que nous mobilisons, qu'elles soient budgétaires, humaines ou écologiques. Parce que le numérique n'est pas qu'un outil numérique ou technique. C'est un levier puissant qui doit servir à simplifier, à alléger et à transformer durablement. Alors commençons par l'essentiel. Pourquoi investissons-nous tant de temps et d'énergie dans les moyens numériques? La réponse est simple, que vous soyez dans le privé ou le public, c'est pour servir notre société, pour rendre notre société plus habitable. Mais ce mot « servir » doit rester concret. Servir, ce n'est pas seulement optimiser des processus, c'est aussi simplifier, alléger, répondre aux besoins réels des personnes. Dans le secteur public, cela signifie simplifier les démarches administratives, par exemple, prévenir, accompagner, faciliter, donner accès à. Mais aussi, c'est servir les agents publics, les professionnels, en leur donnant les outils qui leur facilitent le travail ou leurs obligations réglementaires. Dans le privé, il s'agit de créer aussi, de répondre aux besoins de la société, d'offrir des produits, des services, de la culture, de l'information qui apportent une vraie valeur. Le numérique doit servir l'intérêt général en mettant à disposition des solutions qui sont utiles, durables et respectueuses de nos ressources. Je m'appelle Marine, je travaille en administration dans le numérique. Il faut savoir qu'il existe globalement ou grossièrement une direction du numérique par ministère. Je travaille au sein de l'une d'entre elles et je pilote une équipe qui gère plus de 240 produits et applications numériques. Alors, est-ce qu'on a des exemples de services numériques qui servent la société? Sans doute, vous pensez à quelques-unes. Il y a beaucoup d'endroits où le numérique apporte de la valeur et non de la charge. Que ce soit dans le domaine des solidarités, de la santé, de l'emploi, du travail, les exemples sont nombreux. Et pas que. Je peux vous citer par exemple le chèque énergie. Ce dispositif, c'est bien plus qu'un algorithme. C'est une aide concrète qui arrive directement chez des millions de familles sans qu'elles aient besoin de remplir un formulaire. C'est un exemple parfait de ce qu'on appelle l'administration proactive, un numérique qui anticipe les besoins au lieu de les complexifier. Un chèque dont le montant varie entre 48 et 277 € en fonction des revenus et de la composition du foyer et qui arrive directement chez les personnes concernées. En 2024, c'est près de 6 millions de ménages français qui auront reçu un chèque énergie à leur maison, soit près de 20% de la population en France pour soutenir leurs dépenses énergétiques. Je peux vous donner un autre exemple, dans un autre registre, le site des données de valeur foncière, que certains d'entre vous connaissent peut-être. C'est une plateforme publique qui recense les transactions immobilières réalisées en France au cours des 5 dernières années, disponible sur explore.data.gouv.fr. En mobilisant le pouvoir de l'open data, le site permet aux citoyens, aux professionnels de l'immobilier, aux collectivités locales, à n'importe qui, d'accéder simplement aux informations détaillées de vente de biens immobiliers, telles que le prix de vente, la localisation, la date de transaction, etc., etc. En rendant ces données accessibles, ce service favorise la transparence du marché immobilier
et aide les citoyens à estimer la valeur de leurs biens en se basant sur des transactions récentes et comparables. C'est approximativement 18 millions de visites par an. Enfin, je peux vous donner un dernier exemple. Je peux vous parler du site de l'attestation d'honorabilité, disponible sur honorabilité.social.gouv.fr. Il permet aux professionnels et bénévoles intervenant auprès de mineurs, comme les assistants maternels, les éducateurs de jeunes enfants, de demander d'obtenir une attestation d'honorabilité. C'est un nouveau service qui est ouvert récemment. Il est aujourd'hui ouvert dans 6 départements. Cette attestation produite, elle certifie que le demandeur, la personne qui va travailler auprès des enfants, ne fait l'objet d'aucune condamnation d'intervenir auprès des mineurs conformément aux dispositions légales en vigueur. Ce service permet également aux employeurs, aux autorités compétentes de vérifier l'authenticité des attestations et garantir ainsi la sécurité et la protection des enfants dans les structures. Je pourrais vous citer des centaines d'autres services comme cela, le prélèvement à la source, la capacité de faire procuration en ligne, de changer son adresse, de s'inscrire aux élections ou encore de vérifier son inscription sur les listes électorales. Autant de produits ou de services qui permettent de simplifier la relation entre les citoyens et l'administration, et ça peut-être on a tendance peut-être à l'oublier parfois. Alors certes, ces services existent, mais ce n'est pas la réalité tout entière. En France, il y a près de 16% de la population qui est en situation d'électronisme. Alors l'électronisme, c'est l'incapacité ou la difficulté à utiliser Internet au cours des 3 derniers mois, ou ce sont des personnes aussi qui manquent de compétences numériques de base. Alors qu'est-ce qu'une compétence numérique de base ? C'est consulter des emails, naviguer Internet. Les personnes âgées, les moins diplômées et ceux aux revenus modestes sont les plus touchés par l'exclusion numérique. Il y a aussi les 12 millions de personnes en situation de handicap, et dont près de 7 millions, d'après l'adresse, de personnes qui déclarent avoir au moins une limitation sévère dans une fonction physique, sensorielle ou cognitive. Et pour ces personnes-là, c'est là qu'il est essentiel de mettre en place des sites qui soient conformes au RG2A, au référentiel général d'amélioration d'accessibilité. Enfin, au-delà des enjeux d'exclusion numérique et de handicap, qui n'a pas un jour galéré à utiliser certains outils, qu'ils soient numériques ou pas ? Bloqué par nos compétences, par une interface qui finalement n'a pas été bien pensée ou testée. C'est une vraie violence que de rester bloqué sur un service sans savoir que faire. Suite au passage à l'heure d'hiver, combien d'entre vous ont changé l'heure de leur four ? Pour créer des services qui puissent être utilisés par un maximum de personnes, particuliers, professionnels ou agents, il faut suivre un processus rigoureux et non biaisé. Faire du design avec des vrais designers, tester les parcours utilisateurs avec de vrais utilisateurs et pas les décideurs, produire des infrastructures pour une livraison et un déploiement continu, et ça, on a tendance à l'oublier, savoir mesurer qu'un produit ou projet répond à un besoin, mettre en place des indicateurs de réussite qui veulent dire quelque chose, qui permettent vraiment aux équipes de mesurer leur avancée. Savoir quand arrêter un projet qui ne fonctionne pas, être en responsabilité de toutes les décisions techniques en s'entourant des compétences en interne, en matière de data, d'architecture, de design, de sécurité, de développement, de DevOps, etc. Ne jamais se dédouaner auprès des prestataires dont ce n'est absolument pas le rôle de faire des choix, des décisions, de prendre des décisions techniques qui vous poursuivront pendant des années. Mais je ne suis pas là pour vous lister les bonnes pratiques à suivre, ce n'était pas le thème du talk. Au sein de la direction numérique, on travaille actuellement pour remettre en place un cadre de cohérence technique ainsi qu'un cadre organisationnel, remettre des processus en place et du soutien technique. Donc ça, c'est quelque chose dont je suis persuadée que c'est un cadre qui permet aux équipes de jouir d'une liberté plus grande, d'une autonomie plus grande et de prendre davantage de plaisir à travailler et à servir les citoyens et les agents. Alors on tente de documenter cette dynamique. Je n'ai pas encore de retour d'expérience puisqu'on a démarré ces travaux le 1er octobre. Mais peut-être dans un an, on pourra vous en dire plus sur ce qui a fonctionné et ce qu'on aurait pu faire différemment. Mais comme je le disais, ce n'est pas le sujet au cœur de ce que je suis venue vous raconter aujourd'hui. Au-delà des processus de travail, moi, je suis profondément convaincue que nous devons se soutenir toutes et tous pour ralentir, pour prendre le temps.
Je vais peut-être ralentir mon débit d'ailleurs. Une lutte que moi, je tente de mener au quotidien. Comment est-ce qu'on peut créer des objets numériques si nous-mêmes, nous suivons un rythme effréné sans prendre de plaisir? Pour créer des produits et des services qui prennent soin, il faut créer un cadre où l'on prend soin des équipes et où le plaisir est présent dans le quotidien. Je crois que cela s'applique au numérique et à bien d'autres choses. Le numérique de qualité, c'est un numérique qui respecte celles et ceux qui le créent. Je le disais, nous vivons dans une époque où tout doit aller toujours plus vite, où les délais sont serrés, les projets s'enchaînent et où l'on a parfois l'impression que réfléchir, c'est perdre du temps. Mais je crois exactement l'inverse. Ralentir, ce n'est pas perdre du temps, c'est en gagner. En tant que manager, il faut, je crois, oser dire, par exemple, je souhaite que nos services soient 100% accessibles aux personnes en situation de handicap. Je souhaite que toutes nos mises en production soient testées avec de vrais utilisateurs. Je souhaite des infrastructures qui permettent le déploiement et l'intégration continue. Je souhaite que nos codes sources soient libres. Je souhaite que vous trouviez les moyens de mutualiser. Réduisons le nombre de services que nous gérons par 3 d'ici 2 ans. Ceux-ci sont des exemples. Ils paraissent simples, le b.a.-ba, et pourtant. Comment est-ce que vous, en tant que manager, vous compléteriez cette liste avec ce qui serait pertinent pour vous, pour vos collègues, dans votre environnement? Si vous aviez carte blanche, ce serait quoi votre étoile du Nord? Si vous étiez âgé de 5 ans à nouveau et que tout était possible? Dire ces choses ne font pas qu'elles se réaliseront si simplement, je sais de quoi je parle, mais dire ces choses donnera la légitimité aux équipes de trouver les solutions pour tenter d'atteindre ces objectifs, même s'ils représentent des challenges importants, voire presque impossibles. Permettez-vous de rêver grand. Personnellement, j'aime à rêver grand, notamment quand je pense à la mutualisation. Dans certaines larges organisations, il existe des rôles comme par exemple responsable de la dette technique. Excitant. Quelqu'un veut candidater? Est-ce qu'on doit assumer de créer de la dette, de créer un environnement où l'on sait dès le début qu'on ne prendra pas soin des actifs, que ici, juste là, dans le coin, résideront des objets un peu délaissés? Ou bien doit-on tenter de produire des objets numériques qui restent perpétuellement des investissements, que l'on régénère continuellement, qui restent utiles, utilisés, souhaitables? Et comment résister à l'humain en nous, en vous, qui souhaite toujours plus de fonctionnalités, de produits, de boutons, de solutions et aux demandes constantes des parties prenantes? Est-ce que les ressources d'une organisation, ressources humaines notamment, sont illimitées? Nope. Surtout en ce moment. Trop souvent, des projets similaires sont développés en parallèle, sans coordination. Cela génère des doublons, des coûts inutiles et des frustrations. Ah, mais Jean-Marc, il travaille aussi là-dessus, non? Oui. Ah, oui. Non, mais c'est pas grave, on va continuer dans notre ligne. Mutualiser, c'est ralentir pour réfléchir. C'est se poser pour se demander comment peut-on faire ensemble au lieu de tout recommencer de zéro. Et au final, c'est aussi une source de simplicité, d'efficacité et de durabilité. À la direction du numérique, nous produisons quelques communs numériques. Ces communs, ils créent aussi de la fierté de servir plus largement. Un de nos communs, je ne vais pas tous les citer, permet d'exploiter les données RH, par exemple. Il est utilisé par d'autres ministères, mais aussi par Météo France. Servir d'autres équipes numériques d'une autre organisation, ça, c'est un grand plaisir. La mutualisation, c'est permettre aux équipes de travailler sur des objets communs, de moins se disperser, de réduire leur surface d'action et donc de faciliter la maintenabilité des produits. Et bien évidemment, faciliter la sécurisation, la mise en accessibilité, la simplicité d'utilisation et la sobriété d'un service. Ralentir, c'est donc aussi se donner le temps de prendre le temps d'identifier des pistes de simplification et de mutualisation, de créer des normes aussi pour rester dans un cadre, ne pas personnaliser, customiser toutes les créations, toutes les productions, imposer des standards qui garantissent la qualité sans brider la créativité. Mais ralentir, ça ne se fait pas tout seul. Cela demande un effort collectif et surtout un changement dans la manière dont on manage nos projets, nos produits, nos équipes. En tant que manager, on a un rôle clé à jouer. Être manager, ce n'est pas juste tenir un planning, répartir des tâches, c'est inspirer, donner sens, incarner. Ça commence par des gestes assez simples, comme reprendre le contrôle de son agenda. Parce qu'un agenda rempli, à ras-bord, n'est pas du tout signe d'efficacité. C'est le signe qu'on n'a pas assez priorisé. Ralentir, c'est oser se poser la question de la pertinence de sa présence à telle ou telle réunion, de la fréquence des réunions,
de cette fameuse comitologie imposée culturellement en France. C'est oser dire non. C'est se dire qu'on a le droit de programmer du temps pour soi, pour penser, pour écrire, pour creuser un sujet, pour organiser son travail. On a le droit de dire que 3 ou 4 réunions dans une journée, eh bien, c'est déjà beaucoup. À la direction du numérique, par exemple, le vendredi après-midi est dédié au temps sans réunion. C'est institutionnalisé pour toutes et tous. Ralentir, c'est s'accorder des moments pour se poser des questions. Est-ce que ce projet est vraiment nécessaire ? Répond-il à un besoin réel ou est-il juste une solution à un problème qu'on n'a pas assez creusé ? Mais aussi, ce qu'on peut arrêter. Qu'est-ce qui n'est pas prioritaire ? Qu'est-ce qui peut être simplifié ou supprimé ? Être manager, c'est créer un cadre où chacun se sent bien, où les équipes ont l'espace nécessaire pour réfléchir, pour créer, pour expérimenter, où l'on valorise les pauses, les échanges et surtout où on accepte l'échec comme une étape normale du processus d'innovation. Mais ralentir ne suffit pas, il faut aussi oser. Oser, c'est d'abord questionner nos pratiques. Pourquoi faisons-nous ce projet ? Est-ce que c'est vraiment la meilleure manière d'y répondre ? Oser dire ce que nous pensons au fond. Oser, c'est aussi simplifier. Trop souvent, par peur de ne pas tout couvrir, on finit par alourdir nos services. Mais la vérité, c'est que la simplicité est la clé d'un numérique qui fonctionne bien. Oser, c'est respecter le cycle de vie du produit, tester une idée sur des maquettes, développer un MVP. Oser, c'est expérimenter, tester des idées, prendre des risques, se tromper et recommencer. Si on adopte cette approche, ralentir, oser, prendre soin, les bénéfices sont clairs. Pour les citoyens, c'est un numérique plus simple, plus intuitif et surtout plus humain. Un numérique qui facilite leur quotidien au lieu de le compliquer. Pour les équipes elles-mêmes, c'est un environnement de travail plus respectueux où chacun peut trouver sa place et contribuer à un projet qui fait sens. Et pour la société dans son ensemble, c'est un numérique durable, qui respecte les ressources publiques et qui valorise l'intérêt général. Alors oui, ralentir, simplifier, prendre soin, ce ne sont pas des choix forcément faciles, mais ce sont les choix qu'il faut faire si on veut construire quelque chose qui dure. À vous, décideurs, managers, agents publics et décideuses, je vous pose cette question, comment dans vos projets vous pouvez intégrer plus de care dans le code, plus de soin ? Prenons le temps de réfléchir, de co-construire, de prioriser, parce que c'est en prenant soin de ce qui compte vraiment qu'on pourra transformer durablement. Merci.